On fait 140 km en courant le long d'une nationale qui est pas géniale. Après, on a la traversée de la Manche à la nage, donc qui se fait en vol d'oiseau sur 33 km. Avec les marées et les courants, on en fait à peu près 50, entre 40, 45, voire 60. Moi, j'étais sur des courants élevés, donc j'en ai fait une soixantaine. Et une fois qu'on a fait ces 10, 12, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 20 heures de nage pour certains, on finit par un peu moins de 300 km à vélo pour aller de Calais à Paris. Hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Et bienvenue Cyril sur le podcast. Merci Loïc. Je suis ravi qu'on puisse enfin faire cet épisode. On avait quand même échangé il y a quelques temps. Je crois que c'était juste avant la naissance de ma fille. Donc depuis, les choses, les journées se sont enchaînées et ont été bien remplies. Écoute, ce que je te propose, c'est peut-être tout simplement de commencer par nous expliquer qui est Cyril Blanchard. Eh ben déjà, je te félicite pour la naissance. Merci. Et puis aussi pour être là aujourd'hui bien connecté avec moi. Et te remercier aussi pour partager auprès de ta communauté les personnes qui ont des parcours de vie où a priori ils ont des choses à partager. Donc moi, en ce qui me concerne, on porte le même nom tous les deux. Je m'appelle Cyril Blanchard. Et aujourd'hui, fut un temps, on me reconnaissait pour être un dirigeant d'entreprise. Fut un temps, on me reconnaissait pour être l'enduroman, le gars qui a fait cette épreuve entre Londres et Paris. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que c'est marrant parce que quand je fais des épreuves de sport et qu'on m'interpelle, on me dit « Ah, salut Cyril, c'est toi qui as fait le podcast. Ah, salut Cyril, c'est toi qui anime telle rubrique sur le dépassement, sur le mental et tout. » Donc voilà, si on devait résumer ma carrière, c'est vrai que ça a été... Déjà, quand j'étais gamin, j'aimais dépasser un peu les limites. Les miennes, pas. J'étais globalement un peu discret dans les classes. Alors, je dépassais pas les limites pour me faire remarquer, mais c'était plus intérieur. Je dépassais mes limites intérieures. Donc, je rêvais de tout, d'impossible. Et puis, quand j'étais en pleine nature, je dépassais les collines, je dépassais les murs, les arbres. Je grimpais partout. Donc, ça, c'était un petit peu mon ADN d'aimer le dépassement. Et puis ça s'est traduit comme ça dans ma vie professionnelle, après un parcours commercial, école de co assez classique. Mais j'ai bien aimé l'idée de pouvoir gravir les échelons pour non pas pour être en haut, mais on m'avait dit en tout cas si tu veux être libre, soit t'es berger, soit t'es en haut, ou t'as ta propre entreprise, t'es ton propre patron. Donc ça m'a pas mal inspiré cette idée-là quand j'ai eu 18 ans. Et donc je me suis mis en quête d'atteindre un peu le sommet des hiérarchies en entreprise, et ce qui m'a amené à avoir des fonctions assez sympas dans le monde de la distribution, notamment chez Decat, et puis après dans d'autres enseignes de la distribution. Voilà. Et puis comme tu l'as dit, à un moment donné, il y a eu aussi des révélations dans ma vie, des moments un peu alors soit de grâce, où tout est juste magnifique, et puis à l'inverse aussi, il y a des moments de crasse où là c'est tout l'inverse, c'est la vie qui t'envoie des événements ou des circonstances un peu plus compliquées. Et bien c'est peut-être plus dans ces moments de crasse que j'ai appris à découvrir des choses sur moi ou sur les gens d'ailleurs, et à me dépasser puis trouver des nouvelles ressources. Donc ça s'est fait pas mal dans le sport, mais pas que aussi, avec des circonstances parfois pénibles, des accidents de route, des accidents de la vie, en séparation, et voilà, tous ces genres de choses. C'est pas des choses agréables, mais c'est aussi là qu'on va chercher un peu sa quête intérieure pour pouvoir aller puiser un petit peu au fond de soi-même et trouver ce qu'il y a de mieux, et puis vivre en harmonie avec ses aspirations personnelles et puis son environnement. Voilà en quelques Wow. phrases. Quelle présentation. Excellent.
donc je te le disais en off, hein, j'ai déjà eu la chance de voir une de tes vidéos TED, donc où tu partages quelques éléments sur ton parcours. Donc je pense que j'ai à peu près la chronologie en tête, mais je l'ai trouvée hyper intéressante. Et pour être tout à fait honnête, ça a fait écho un peu à certaines, enfin, épreuves, en tout cas certaines phases de ma vie, et notamment une par laquelle je suis en train de passer là, qui est après avoir eu des fonctions de leadership, justement aussi dans la distribution, enfin en l'occurrence chez Apple, un gros changement avec l'entrepreneuriat. Donc bref, tout ça pour dire, ton parcours m'a vraiment marqué, parce que je m'y suis un peu identifié. Donc je pense que ça serait intéressant peut-être pour les auditeurs, les auditrices, qu'on commence par, si j'ai bonne mémoire, cette phase qui va de tes 18 à 30 ans à peu près, où comme tu le disais, tu as été à fond focus sur plutôt la partie job. Et du coup, je serais curieux de savoir, tu vois, à quoi ça ressemblait, qu'est-ce que tu y as trouvé, et puis on parlera de la fin et de la transition que ça a déclenché après. Ouais, bah, ces années-là, c'est les plus belles années d'une vie, comme on dit, hein, quand on a 20 ans. Et, euh, et en fait, moi, j'avais à la fois le prisme de l'entrepreneuriat et puis le prisme aussi du sport. Pour parler de développement personnel, moi, c'était dans le sport. Et puis, au milieu de tout ça, il y a moi et la famille. Donc, d'un côté, j'ai fait quand même le choix de l'entrepreneuriat, même si j'étais très, très j'avais beaucoup de temps et je considérais que le sport, c'était vraiment mon temps créatif, mon temps productif, mon temps plaisir, etc. Donc, et j'y consacrais du temps. Je faisais du triathlon à ces années-là, ce que je fais toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, ça prenait, je sais pas, 10, 15 heures, 20 heures par semaine en fonction des objectifs que je me fixais. Et puis, il y en avait un qui me plaisait, c'était notamment le Lambraman. Donc, c'est une épreuve que j'ai faite en 2000, donc pour mes 26 ans, si je dis pas de bêtises. Non, alors je sais plus exactement, il faut que je reprenne mes notes et mon livre dans lequel j'écris tout ça. Mais en tout cas, ouais, je fais mon Lambraman en 2000. Et à côté de ça, bah oui, j'ai une vie professionnelle qui est assez sympa. Je suis chez Decat. Voilà, j'ai franchi pas mal de caps dans cette activité professionnelle. Et puis même jusqu'à être voilà, patron de belles structures. Et finalement, euh, entre l'Embraman d'un côté, Decat bien réussi, et puis ma vie familiale où je suis papa de 2 enfants, globalement, tout est à peu près en équilibre, tout a l'air assez harmonieux et des belles réussites. Et puis ouais, puis je le fais assez naturellement. Les gens me disent beaucoup à cette époque-là, mais comment tu fais entre la charge de travail que tu as, pas mal de déplacements, parce que je prenais beaucoup la voiture, comme les magasins n'étaient pas toujours à côté de chez moi, comme on bougeait beaucoup. Et donc entre tous ces moments de professionnels, le sport à côté, les entraînements, et puis, bah voilà, d'être papa avec tout ce que ça incombe comme responsabilité et de temps pour s'occuper des enfants et tout. Et donc, bon, c'était une période de ma vie où j'ai appris à m'organiser finalement. Hein. J'ai appris à m'organiser et on a un ami en commun, toi et moi, qui s'appelle Cédric. Et je dois dire que Cédric est pas étranger à ce rythme de vie dans lequel je me suis mis parce que quand j'étais avec Cédric en école de co, donc on allait faire nos cours. Après les cours, on allait travailler chez lui chez Decat, moi c'était chez Go Sport. Après, on allait s'entraîner au Racing Club de France et puis après, il fallait rentrer à la maison. Alors quand je dis rentrer à la maison, c'était 1 heure et demie de transport en commun le soir et le matin. Et c'était mon moment aussi où je faisais mon dev perso parce que je lisais des bouquins. J'adorais lire, donc dans le RERD, voilà, je passais mon temps et le métro, je passais mon temps à bouquiner et faire du développement personnel ou m'évader. Voilà, donc finalement, j'ai appris à m'organiser, à me structurer et à avoir une gestion assez fine de mon temps de travail et de mon temps tout court, quoi. Donc c'est une période de ma vie qui était très riche et peut-être un peu trop d'ailleurs parce qu'à un moment donné, je me suis dit: «Mais maintenant que j'ai presque tout fait, j'ai l'impression que je vais m'ennuyer maintenant que je me suis pas mal réalisé, quoi». Donc c'était un peu sur la fin de mes 20 années, au début de ma trentaine en tout cas, comme tu as peut-être pu toi t'y reconnaître et je pense que dans travers mon parcours, j'essaie d'exprimer les choses assez sincèrement parce que finalement je me rends compte que on est tous un peu pareil, on traverse des périodes de crise, des périodes de doute et c'est dans ces périodes-là aussi, comme je disais tout à l'heure, que on peut comment dire, on se rend compte qu'on n'est pas seul, quoi, parce que des fois on est dans le doute, on est même dans le creux de la vague et on a l'impression d'être tout seul dans cette situation, alors que non, tout le monde traverse ces périodes-là et ça fait partie de la vie. Ouais.
Ouais. Et tu parlais de l'Embraman. T'as évoqué un peu plus tôt en intro l'Enduroman. Mhm. L'Enduroman de mémoire, tu l'as fait après le creux de la vague Ah oui, ou bien plus tard, ouais, c'est ça fait ça, hein, c'est ça, hein, ouais, 41 ans, voilà. ça, 40 ans. Ok. Bon, donc du coup, on en parlera un peu plus tard. Mais sur la partie gestion de front de plusieurs projets, tu vois, avec une vie professionnelle avec beaucoup de déplacements, des responsabilités, donc très certainement extrêmement prenante en temps et en énergie, plus le triathlon, plus ta vie de famille. Maintenant que tu as du recul par rapport à cette période, tu dirais que c'est quoi qui t'a permis d'être, alors je sais pas si on peut dire successful. Oui, si, enfin, comment tu le définirais, toi? Est-ce que toi, ça te semblait normal? Est-ce que c'était un objectif justement de mener tout ça de front? Hmm. Quels outils, tu as parlé d'organisation, mais est-ce qu'il y avait autre chose qui t'a permis de réaliser tout ça en simultané? Ouais, alors les outils, moi je suis assez fan d'outils de productivité. Donc, bon, à l'époque, il n'y avait pas les smartphones. Ouais, Ça commence à arriver. Donc, j'étais plutôt sur les choses qui arrivaient. C'était, je sais plus, les téléphones avec des touches qui étaient bien fichues. J'ai oublié le nom. Bref. Donc, j'ai toujours été, en tout cas, assez curieux de tout ça, de la technologie. À l'époque, les ordinateurs, hein, les premiers, et puis après Mac, etc. Enfin, voilà, toujours trouver des outils, des ressources, maintenant des applications, on va dire, pour pouvoir me permettre de gagner du temps ou d'optimiser mon temps. Et tous les temps morts, bah, comme un peu l'exemple du train, en fait, les temps morts, les occuper à des choses qui peuvent m'amener de la créativité, l'imagination, m'autoriser aussi à faire travailler ce qu'on pourrait appeler le cerveau droit, quoi, celui qui s'évade, quoi. Donc pas être toujours seulement en prise, quoi. Donc il y a un temps pour tout. Et j'ai toujours été quelqu'un qui dort bien aussi. Et ça, je ok, pense que c'est fondamental. Même si on dort peu, au moins de bien dormir, bah, le sommeil bien fait, bien maîtrisé, bah, ça, c'est quelque chose que j'ai fait intuitivement, de façon empirique, de pouvoir comprendre ça pour pouvoir passer des bonnes journées, quoi. Et des bonnes journées, des journées productives. Donc voilà, cet équilibre éveil-sommeil, je pense que je l'ai plutôt mis naturellement dans ma vie. Mais pour répondre à ton autre question sur le côté successful, et ben en fait, je crois que c'est le truc qui fait, moi personnellement, qui fait le plus peur. Des fois, on a peur de se planter, des fois, on a peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur de ne plus exister aux yeux des autres, etc. On peut avoir plein de peurs. Moi, il y en a une que je trouve qui m'a fait pas mal perdre les pédales. Bah, c'est la peur de la réussite. En fait, c'est une fois que tu as réussi. Donc, quand j'ai fait mon Embraman, par exemple, bah, j'ai eu après cette petite période, mais période quand même assez significative dans une vie d'un sportif, où bah, c'est un peu le burn-out, quoi. C'est qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi. J'ai ouais, réussi, j'ai eu ma médaille d'or, où j'ai atteint mon Graal. Bah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant, quoi? Et il y a un peu cette période. Alors en plus, comme c'est des périodes, il y a beaucoup d'entraînement, on est très focus sur un objectif sportif. Bah, quand on y est, il y a tout qui s'agrège, c'est l'instant de grâce. Puis après, bah, c'est l'instant de chute, quoi. C'est voilà. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pourquoi je vais exister? Quel sens je vais donner à ma vie? Qu'est-ce qui va faire que mon entourage va apprécier ce que je fais, va me suivre aussi? Euh, voilà, donc ça, c'était des périodes un peu compliquées pour moi. Par exemple, après l'Embraman, où là, clairement, ouais, j'ai fait ma petite dépression, quoi. Enfin, ou une dépression tout court. Et pourtant, voilà, tu le disais tout à l'heure, moi, j'étais à peu près dans un bel équilibre de vie, très sécure au niveau financier. Enfin, il y avait quasiment tout. Mais voilà, le tout, en fait, comme on peut aussi le constater parfois pour des personnes qui ont réussi, hein, bah, ça peut être aussi des périodes compliquées parce que le succès, on voit que c'est pas ça qui rend heureux, quoi. hmm, Donc c'est hmm, là aussi que je me mets dans une période, que je me suis mis en tout cas cette pour première fois de ma vie, je pense, dans une période de réflexion, de prise de recul, et puis d'introspection pour bah, un peu se réinventer et puis voir bah, qu'est-ce qui m'anime vraiment, parce que finalement, de faire l'Embraman à l'époque, ouais, c'était une belle réalisation personnelle. D'avoir une belle réussite au niveau professionnel, c'est bien aussi, mais c'est pas forcément. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Je l'avais plutôt fait par rapport à des rencontres, des personnes qui m'avaient mis en gros une sorte de truc dans mon cerveau qui me dit tiens, faut que tu fasses ça. Et moi, je le fais parce que, en gros, ils m'ont convaincu de ça. Mais ok, je l'ai fait. Et en fait, je me rends compte à un moment donné que finalement, bah, c'est quoi la prochaine étape si moi, vraiment, j'ai envie de me réaliser, si vraiment je veux être heureux.
Et pour être tout à fait honnête et sincère, c'est un peu délicat, mais comme j'en parle dans mon talk TEDx dont tu parlais tout à l'heure, c'est vrai que c'est une période de ma vie où malheureusement en tout cas, tu fais des enfants, c'est pas pour quitter la personne avec laquelle tu les as fait, mais moi voilà, on décide d'arrêter notre mariage avec ma première épouse parce que à force de l'entendre me dire t'es pas heureux, bah je me dis bah peut-être qu'elle a raison, finalement je suis pas heureux et mon équilibre de vie c'est peut-être pas celui que je croyais. Donc c'est un peu douloureux, mais c'est des choix. Et je pense que là aussi, une fois de plus, bah, la vie c'est faite de choix. Alors certains diront que c'est courageux de faire des choix, d'autres diront bah ouais mais c'est destructeur. Mais bon, je sais pas où est la part de vrai. Je pense que chacun a ses propres choix à faire, peu importe ce que diront les gens autour de soi. Et son développement personnel, parfois, bah oui, c'est pas toujours aller dans les codes de la société, c'est pas toujours aller dans les codes la doxa un petit peu, ce qui est communément à faire ou ne pas faire. Et du coup, tu prends des décisions qui sont pas toujours les plus acceptables ou les plus tolérables ou que sais-je. Bon, après, mais voilà, c'est la vie, c'est ainsi. Et je pense qu'on a tous ces prises de décision à faire qui vont nous amener, sans doute derrière en tout cas, à nous réaliser ou pas. Mmh. Complètement. Tu vois, ça me fait penser, je te disais un peu plus tôt que ton parcours, quand j'ai découvert sur ce TED, ça, en tout cas, moi, m'a beaucoup parlé, par rapport à ça, au fait que parfois, bah, la vie, c'est peut-être aussi prendre des décisions qui vont à l'encontre, tu vois, de ce qu'on veut nous faire croire, de ce qu'on essaie de nous faire voir comme le chemin unique. Moi, quand j'ai démissionné de chez Apple, j'ai eu beaucoup de réactions autour de moi, de gens qui me disaient mais t'es complètement fou quoi. Financièrement, je travaillais en Suisse, donc tout allait très bien. Apple, Apple généralement c'est soit on aime, soit on déteste, mais globalement autour de moi, les gens étaient plutôt dans la partie fan. Ouais, Donc il y avait beaucoup d'incompréhension, tu vois. bien sûr. D'autant plus qu'au moment où j'ai démissionné, on savait déjà qu'il y a un bébé qui est arrivé, qu'on rentrait en France, que du coup moi j'aurais pas de chômage. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions, d'incompréhension et presque d'inquiétude, tu vois, autour de moi, en me disant mais t'es sûr que tu réalises ce que tu es en train de faire là? Moi je l'aurais pas fait comme ça. Voilà, c'était souvent ça, tu vois. Moi je l'aurais pas fait comme ça. Donc ouais, je suis complètement, complètement d'accord avec toi. Je pense que le vrai enjeu, c'est d'arriver à se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qui nous rendrait heureux et à prendre les décisions, ouais, peut-être qui s'imposent, même si c'est pas les décisions qui sont communément considérées comme étant celles à prendre. Ouais, ouais. Mais il y a d'ailleurs, enfin moi, j'aime bien faire aussi comme toi, interviewer des personnes qui m'inspirent ou qui ont des méthodes, des techniques, etc. ou des récits de vie, hein, toujours intéressants. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec une personne connue dans le monde de l'athlétisme qui s'appelle Ayo Dele, et Ayo Dele, elle a fait les Jeux Olympiques à plusieurs reprises. Et là, elle a eu aussi ces périodes de crise ou ces périodes de questionnement, de doute, où elle a pris des décisions qui n'étaient pas celles communément, qui étaient celles à prendre a priori. Et elle me dit, bah, voilà, moi, un jour, j'ai appris à vivre en valeur absolue. Et vivre en valeur Ah, absolue, c'est répondre c'est se regarder dans le miroir, être sincère avec soi-même et prendre ses décisions indépendamment de l'environnement, du reste, etc. Et pour ça, il y a quelques clés. Donc, est-ce que c'est les décisions qu'on prend ou est-ce qu'être heureux, ça répond à des valeurs? Est-ce qu'être heureux, ça répond à ce que ça fait sens pour soi par rapport à des décisions qu'on va prendre, des choix qu'on va faire? Et par rapport à ça, bah, d'avoir une structuration, un plan d'action qui va être cohérent par rapport et objectif ouais. sans avoir le regard des autres qui pourra nous influencer trop. Évidemment, il faut écouter, mais il ne faut pas que ça vienne trop non plus nous amener à prendre des décisions qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on a envie de faire, tout simplement, quoi, hein. Donc, être heureux, c'est peut-être une quête très compliquée, très complexe, en plus que le bonheur, c'est pas quelque chose de figé. On Oui. a à différentes phases de vie, le bonheur de quelqu'un de 20 ans, c'est pas le même quand on en a 30 ou 40 ou 50, quoi. Donc, voilà, c'est ça qui fait que c'est compliqué, que dans notre vie, je pense, quelque part, on a aussi ces crises, ces périodes de crise, ces périodes de doute, parce qu'il faut se remettre en question, il faut se réinventer. Et c'est comme Ouais. ça, c'est compliqué. On aimerait que ce soit plus, peut-être un fleuve tranquille, mais je pense que si c'était comme ça, on s'ennuierait et ce serait plus la vie, en fait. C'est clair. C'est clair. Ok, donc tu disais qu'après cet embrunnement, il y a peut-être une première phase enfin pour la première fois en tout cas, de profonde réflexion et avec un choix pas évident, mais qui te semblait être peut-être une clé en tout cas vers le bonheur. Qu'est-ce que ça a donné une fois que cette décision a été prise?
Alors en fait, quand on fait des choix, quand on a ce genre de prise de décision, et je pense qu'on est tous pareils, il y a une période d'adaptation et elle est assez longue, hein, d'ailleurs, hein. On a une période où on sait ce qu'on a fait, on prend la décision et puis après on se rend compte que finalement la décision qu'on a prise, on n'avait pas toutes les informations. On n'avait Ouais. pas, on est très optimiste, c'est génial, mais on est un optimiste qui est pas très informé. Et puis un coup, on commence à avoir toutes les informations, on voit les bases de données, là on se rend compte que c'est plus compliqué que prévu et on est dans une période un peu de pessimisme et c'est normal. Alors soit on va en arrière et finalement, bah, j'étais bien chez Apple et peut-être qu'ils vont me reprendre. Et puis, c'est ce que font quand même beaucoup de gens, hein, les réflexes qu'on a. Hein. Peut-être on se réveille un matin, on se dit, mais en fait, j'ai été con d'avoir fait ça. Euh, moi, le premier. Donc, quand je prends mes décisions, mais j'ai été con d'avoir divorcé, d'avoir fait c'est très compliqué, c'est beaucoup plus dur. Je rends malheureux des gens, des personnes autour de moi, etc. Je suis dans l'incompréhension, eux aussi d'ailleurs. Donc, mais donc, il y a deux options. C'est soit effectivement on fait machine arrière et on revient un petit peu sur ses décisions, et c'est ce que font certaines personnes. Moi, c'est pas mon genre en tout cas. Quand je prends une décision, je reviens pas en arrière, j'avance. Et en général, après, ce qui se passe, c'est que, alors, la vie est pas cool parce qu'en plus de ça, quand on est dans cette période un peu complexe, il y a plein de choses qui arrivent et souvent, ça vient nous mettre encore plus le doute. Et ces choses-là, ça va être un accident, ça va être la perte de quelqu'un, ça va être des choses qui sont assez lourdes. Et la vie m'a montré que au travers de moi et d'autres personnes, hein, plein de gens qui j'ai questionné, en fait, quand ils prennent des décisions derrière, waouh, c'est vraiment un vrai parcours du combattant, quoi. C'est vraiment la vie, elle est dure, quoi. Elle nous teste, quoi. Mais voilà, si tu te ressources bien, tu gères ton énergie et tu gères aussi, bah voilà, tu t'entoures de personnes qui sont plutôt bienveillantes. Bah après cette période de tempête, en fait, ou la période de néant, quoi, bah il y a le meilleur qui arrive derrière. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que faut pas lâcher, entre guillemets, il faut être un petit peu persistant, persévérant, je sais pas quel est le terme, l'adjectif le plus approprié, mais il faut se dire qu'au bout du tunnel, il y a la lumière, et bon voilà, Ouais. et là en général, c'est pour du mieux derrière, quoi, ça c'est certain, quoi. Donc moi, mon mieux, bah oui, ça a été après la rencontre avec une personne voilà, qui s'appelle Laurence et qui m'a suivi dans mes aventures et qui m'a donné de l'espoir par rapport à ces projets que j'avais ou ces visions ou ces désirs. Et finalement, bah voilà, la vie a pu se refaire par rapport à de nouveaux équilibres avec de nouvelles personnes, et toujours en préservant aussi le passé, hein, parce que le passé fait partie voilà, fait partie de notre présent, mais c'est pas celui qui doit non plus nous noyer ou nous faire toujours rester dans ce passé et ne pas aller vers notre avenir, quoi. Donc voilà, Hmm. considérer qu'on a un passé avec des gens qui sont bienveillants et qui sont là pour nous, et vice versa, on est là pour elles et pour eux. Et puis bah, après, on a la migration qui peut se faire vers cette nouvelle aspiration et ces nouveaux projets. Ouais, complètement. Alors, dans ton tête, il y a un fil rouge que tu suis que j'ai trouvé particulièrement intéressant, qui est celui de la connexion avec ton corps. Hmm. Euh, donc là, tu viens de nous expliquer que tu vois, voilà, 26 ans, enfin, en tout cas, autour de tes 30 ans, faudra qu'on vérifie dans ton livre, Ouais. mais tu boucles l'Ambraman. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un peu une des légendes du triathlon, hein, en tout cas en France, qui a lieu bah, vers Embrun tous les étés, Hmm. qui est particulièrement difficile. C'est quoi? C'est surtout le dénivelé, hein, sur la partie vélo, il me semble, qui fait que c'est un gros challenge. Oui, oui, alors c'est vrai que pour certains aujourd'hui, on pourrait dire l'Ambraman, ça fait partie de ces mythes, de ces légendes, mais il y en a d'autres il a été rattrapé par d'autres, parce qu'on est dans une course, voilà, dans une période où depuis quelques années, on aime bien le plus, toujours plus dur. Alors chacun peut apprécier ou ne pas apprécier d'ailleurs, mais en tout cas, Ambraman reste en tout cas le triathlon le plus dur, parce qu'à l'époque, quand ça a été créé, il y a plus de 30 ans maintenant, il y avait bon, la nage de 4 kilomètres, mais surtout après le vélo avec le col de l'Isoire, les 180 kilomètres. Ouais. Et puis si ça s'arrêtait au col de l'Isoire, non, il y a plein d'autres d'autres difficultés. Et puis on termine après avec le marathon voilà, c'est un peu la fournaise par moment, quoi, là, cette période de l'année. Ouais. Donc voilà, c'est ce qui fait que cette épreuve, quand elle a été créée, le triathlon le plus dur au monde. Et voilà, c'est dans l'esprit collectif, oui, ça a marqué. Et il y a beaucoup de triathlètes quand ils se disent, je vais faire un Ironman. Non, alors, soit je vais faire un Ironman pour le label IM, ou soit je vais Ouais. faire l'Ambraman parce que c'est la légende, quoi. Ouais, ouais. Excellent. Donc, tu vois, je me doute que pour terminer un Embraman, bah, évidemment que tu en parlais, tu as dû réussir à trouver un équilibre entre vie familiale, ton job et les entraînements. Spontanément, on pourrait penser que bah, voilà, tu étais quelqu'un de. Enfin, tu l'es toujours, mais d'équilibré qui pratique une activité physique très régulière. Donc plutôt quelqu'un
qui est à l'abri, on va dire, de pépins de santé. Tu vois, c'est un peu spontanément ce qu'on pourrait se dire. Et pour autant, dans ton TED, t'évoques une galère qui t'est arrivée, qui a un peu tout chamboulé. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un petit peu plus? Oui, bah, alors, je confirme assez bien à mes 26 ans, puisque je suis né en 1974, donc à 26 ans, on est en 2000 et je fais l'Embraman, c'est bien ça. Et derrière, en fait, je fais comme je disais tout à l'heure, mon burn-out. Donc là, c'est un petit peu ma tête qui est en plein questionnement et je suis en plein doute. Qu'est-ce que je veux? Et j'intellectualise vachement les choses, quoi. Donc je suis hyper câblé dans ma tête, mais trop d'ailleurs. Et mon cerveau, il pète pas un fusible, mais tu vois, il y a des connexions qui se font plus et c'est la perte Ouais. de repère. Donc voilà, faut se réinventer. Et bon, c'est là qu'il y a des décisions qui arrivent derrière parce que bon, voilà, donc je crois qu'entre le moment où il y a ça et puis le moment où il y a la prise de décision de changer de vie et tout, il se passe quand même quelques années. Mais après, derrière, bah voilà, nouvel équilibre de vie, la trentaine. Là, cette fois-ci, j'essaie d'être un peu plus vigilant sur bah, le mental et puis bah, le fait que mon corps aussi, à un moment donné, il a été un peu mis à l'épreuve parce que quand j'ai fait mon burn-out, j'étais fatigué, quoi. J'avais plus Ouais. trop d'énergie. C'est un peu le corps qui lâche par moment. Tu n'as pas envie de te saquer du lit, comme on dit dans le Nord, où j'étais. Et, euh, et donc voilà, c'était une période un peu complexe, mais bon, voilà, j'ai retrouvé mes équilibres, une femme qui m'aime et qui m'apprécie pour ce que je suis, avec mes projets. Et voilà, et puis ben, je repars là-dessus. Mais oui, là, pour répondre donc à l'événement moi, qui marque ma vie, là pour le coup, bon, je dois avoir 36 ou 37 ans, un peu plus tard. Et là, avec le sport à nouveau, hein, toujours les Ironman, l'UTMB. C'était en 2007 mon UTMB. Et en 2011, en fait, donc on est quand même plus tard après, ce qui se passe, c'est que je fais pas un arrêt cardiaque, je crois que c'est un arrêt cardiaque, moi, parce que j'ai tous les symptômes. En fait, je me réveille en pleine nuit avec un bras un peu paralysé, les taux au niveau du diaphragme, j'arrive plus à respirer, etc. Mais bon, je me retrouve aux urgences et là, on me dit effectivement, vous faites un infarctus. Mais bon, donc c'était pas un infarctus en fait, c'était une péricardite. Voilà, donc je me Ah retrouve, ouais. ouais, je me retrouve donc à une structure spécialisée là, à Évêquemont, dans le 78. Et là, on me dit non, non, ça va, soyez rassurés, monsieur. Enfin, à échelle de 1 à 10, combien vous êtes? J'étais à 9. Enfin, moi, bon, non, moi, j'avais super mal, quoi, vraiment, quoi. Et je suis un dur au mal quand même. Après toutes les épreuves de sport que je fais, je peux dire que là, j'avais vraiment mal. Et donc, voilà, tous les tests là ils me font une coronographie. Et puis là, non, ils disent non, non, il y a pas d'infarctus, mais par contre, vous n'allez pas être bien pendant un certain temps. Et donc, la péricardite, c'est une inflammation du péricarde, donc du cœur, avec une poche d'eau, et on n'arrive plus à bien respirer. Le moindre effort, en fait, on n'a pas de force, quoi. Donc, je j'ai pas fait de sport ou quasiment pas, en fait, pendant les 6 mois qui ont suivi cet événement-là, parce que c'était vraiment pire qu'une fracture. Des fractures dans ma vie, j'en ai plein, mais une fracture, ça serait guéri assez vite, hein. Là, pour le coup, le cœur la pompe, elle marche plus bien, donc tout le corps est fatigué, on est essoufflé. Et donc, quand je me remets à faire du vélo au bout de quelques mois, avec les copains, je les vois partir dans la montée. Et moi, je suis complètement scotché. À ce moment-là de ma vie, je me dis, mais plus jamais je vais pouvoir faire de sport, quoi. C'est impossible, quoi. Waouh. Donc là, Ah ouais. c'est une alerte cardiaque, quoi. C'est le cœur, c'est pas la tête, c'est pas le corps, c'est le cœur, quoi, qui lâche. En tout cas, c'est mon interprétation, c'est comme ça que je le vois. Et pourquoi? Parce que bah, je pense que premièrement, si on prend un peu les épisodes que j'évoquais, la tête, en fait, on a l'impression que c'est le mental qui fait tout, que grâce au mental, on va faire plein de choses. Mais oui, sans doute. Sauf qu'à un moment donné, c'est le corps qui dit stop. Parce que comme je l'ai appris moi depuis sur la préparation mentale, en sophrologie ou avec des personnes qui m'ont accompagné dans mes épreuves, et on va en parler de l'enduroman sans doute après d'ailleurs, mais on m'a très vite fait comprendre et la preuve au travers de mon parcours, c'est que le corps, il est plus fort que le mental. C'est le corps qui va dire stop. Donc, quand on fait de la préparation mentale, certes, il faut travailler le câblage cérébral et tout, mais c'est apprendre à écouter son corps surtout, apprendre à identifier les signaux, les signaux forts évidemment, les signaux faibles, et pour pouvoir amener la machine plus loin, mais en respectant bah, justement tout cet aspect physiologique entre la connexion de la tête et du corps. Et c'est un aller-retour entre les deux qu'il faut mettre en œuvre. Et puis alors pour le coup, bah là, cet épisode de ma vie, c'est pas le corps, c'est pas la tête, c'est le cœur, quoi. Donc, si on va trop loin, et pourtant, moi, j'ai pas de problématique, ni génétique, ni cardiovasculaire. Et ben, si on va trop loin, ben, à un moment donné, il y a d'autres parties du corps qui peuvent dire stop, quoi. Ouais. Donc, on a beau se sentir bien, faut être toujours un peu vigilant sur ce qu'on veut. Si ce qu'on veut, on le fait bien en harmonie avec un corps qui est bien entraîné. Et puis aussi, être en adéquation avec ses aspirations personnelles, fondamentalement ce qu'on fait, ce qu'on aime, être bien entouré. Et puis de s'écouter souffler, de s'écouter respirer.
J'ai découvert à 40 ans que je savais même pas respirer. Donc voilà, j'ai réappris à 40 ans à respirer avec l'abdomen, non pas avec les poumons. Enfin voilà, tout un tas de processus extrêmement basiques, extrêmement simples. J'ai réappris à respirer, j'ai réappris à marcher aussi parce que marcher, c'était compliqué. Et là, quand tu réapprends tout ça, tu dis: «Mais en fait, je savais pas respirer avant, je savais pas marcher avant, je marchais de façon automatique, mais sans me rendre compte de toute la mécanique corporelle», parce que c'était des automatismes qu'on a, des Ouais. postures qu'on a, qui sont le fruit parfois de mauvais apprentissages ou d'accidents. Et du coup, on est complètement déséquilibré, sans s'en rendre compte. On respire pas de façon harmonieuse, pas donc structurée ou pas régulière en tout cas. C'est saccadé, on coupe son souffle, on s'en rend même pas compte. Ça, c'est souvent lié au stress ou lié à pas mal de choses. Donc, je réapprends ça, puis je réapprends à marcher, les postures, bien me tenir, plus avoir mal au dos. Mais oui, c'est bête, je m'avais jamais appris ça. Voilà, donc il y a tout un tas de processus pour réapprendre à écouter son corps et à mieux vivre au quotidien. Voilà, et ça, c'est ce que j'apprends à faire aux gens parce que c'est vrai quand les gens autour de moi me disent: «Cyril, j'arrive plus à dormir. Cyril, j'arrive plus à contrôler mes émotions. Je suis en stress total». En fait, il y a un réapprentissage de tout ça à faire. Alors bon, tant que ça tient, globalement, on change pas les habitudes, mais un jour, la machine a dit stop et là, là, on Ouais. est obligé de regarder tout ça, quoi. Quand tu t'évoques tout ce que tu as appris après pardon, accident, Mmh. je ne sais pas si on pourrait le qualifier d'accident, mais j'ai l'impression quand même que ça a presque été une chance au final que cet événement se produise par rapport à tout ce que ça a déclenché comme réapprentissage derrière. Ouais, on est mal foutu en fait. L'être humain, il est très mal foutu. C'est qu'il faut qu'il y ait malheureusement des événements comme ça pour on repense le changement. Voilà. Et donc, souvent, tant que ça tient, c'est le fameux truc, hein, c'est mieux de changer le pansement, hein, parce on a un bobo, on a un accident, allez, c'est pas grave, on répare, on colmate, on fait un petit peu de trucs, de bricolage, tu vois. Mais malheureusement, ça va amplifier les problématiques. Et puis à un moment donné, il y a un truc qui va vraiment péter. Et là, faut reprendre les choses et faut penser le changement. Hmm. Et c'est ce qui m'arrive à ce moment-là, c'est qu'il faut que je repense différemment, il faut que je revoie un petit peu les choses. Et finalement, ce qui est compliqué, c'est pour nous, être pauvre être humain, c'est que voilà, il faut être confronté à ça. On n'a plus le choix. Il faut qu'on ait plus le choix finalement pour mettre en place des choses. Et moi, je pense souvent et même presque tout le temps dans ces circonstances à Philippe Croison, parce que c'est un pote à moi. Et Philippe, quand il raconte qu'il a plus de bras, il a plus de jambes, et c'est de ce jour-là en fait. Enfin, c'est pas en 1995 quand la foule lui est tombée dessus qu'il a dit quelle chance. Non, mais quelques années après, quand il se met à croire en ses rêves, à traverser la Manche à nage, à faire le Paris-Dakar et à écrire des livres, à se mettre à rêver d'aller dans la capsule SpaceX avec Elon Musk, etc. En fait, il dit je vis, je survis, mais en deux mots quoi. Ouais, J'ai une vie de ouais, fou, quoi. Alors ouais, ouais. qu'avant, j'étais en mode survie, mais c'est-à-dire je suis mort, quoi. J'avais mes membres, mais j'étais mort, quoi. Donc moi, je pense souvent à lui parce que, quand je m'écoute, quand j'écoute les gens, finalement, la vie, ça se résume à des choix, quoi. Et tant qu'on n'a pas le courage d'assumer ses choix, il se passera pas grand-chose. Mais on est en mode, voilà, allez, je vis tranquillou. Et certains disent, hein, et j'entends même des gens comme Johan Stuck qui disent, avant d'avoir cette révélation de faire du sport, de quoi, etc. J'étais mort, je fumais, je picolais et tout, j'étais Ouais, mort, ouais. mais j'étais mort. Et depuis que j'ai eu ce choc, en tout cas ce déclic, et en fait aujourd'hui, bon, c'est un super athlète et puis il dit là je vis vraiment quoi. Voilà, donc Ouais. je dis pas qu'on décide de vivre ou décide de mourir, hein, mais simplement que des fois l'être humain c'est vrai qu'il va à la facilité. C'est notre cerveau, hein, il est un peu con notre cerveau, il va toujours à la facilité. Imagine face à toi, tu as deux chemins, t'as un chemin facile et tu sais que ça va être l'emmerdement total. Et tu as un chemin compliqué et tu sais que ça va être top génial. Évidemment, si je te dis ça comme ça, tu dis je vais prendre le chemin compliqué et ça va être top génial. Sauf que notre cerveau, lui, spontanément, chaque matin quand il se réveille, c'est pas le chemin qu'il prend, il prend l'autre. Notre cerveau, il est comme ça. Il va toujours à la facilité et on n'en est pas conscient. Ah, c'est passionnant. C'est passionnant et tu vois, pour celles et ceux qui connaissent Johan, je pense qu'ils sont complètement d'accord avec toi. Je sais plus exactement, parce que j'ai découvert enfin, je l'ai découvert il y a quelques années déjà. Je sais plus s'il y a eu un élément déclencheur qui fait qu'il s'est mis à la course, mais son histoire d'ancien gros fumeur hein, de mémoire, aujourd'hui qui fait partie des meilleurs trailers au monde, enfin ça reflète un peu ça, tu vois. Et Philippe Croizon, je savais pas que tu le connaissais. Ouais, effectivement, je trouve que c'est une super expression, tu vois, de dire qu'il survit.
depuis son accident qui était en 95, hein, c'est ça, ouais, 94. 95 et Ouais, la traversée de la Manche à la nage quand même, elle est en 2010 ou 11. Donc il se passe quand ouais, même un sacré temps et là, c'est un enseignement aussi qu'on peut partager ensemble, c'est, la capacité de l'être humain à être patient. Moi, je suis un impatient, j'apprends la patience, mais je pense que j'ai encore de nombreuses années d'apprentissage. Mais évidemment, si tu vois, si on prend un petit peu l'image des deux chemins, un chemin facile, un chemin compliqué, bah, et si tu dis, ouais, non, bah, je vais prendre le chemin compliqué parce que ça va être génial. Ouais, mais si on dit que ça va durer 10 ans, bah, je sais pas, là, pour le coup, 10 ans, ça va être un petit peu long quand même. Et ouais, Philippe Croison, bah, il avait pas le choix, en fait. Quand je dis, on prend à faire des choix, c'est que nous, ou toi comme moi, on a cette chance de pouvoir faire des choix. Et il y a des gens dans la vie, ils se réveillent un matin, ils ont plus le choix parce qu'ils perdent un bras, parce qu'ils ont une maladie cardiovasculaire, parce qu'ils découvrent qu'il y a une maladie génétique en eux, ils chopent la maladie de Lyme, etc. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. hmm, Et là, de ce jour-là, bah, tu n'as plus le choix. Donc, comme tu n'as plus le choix, bah, le chemin compliqué, bah, là, tu es obligé de le prendre. Et tu sais qu'il y aura un meilleur derrière, mais ça va être long et tu aimerais bien que ce soit demain, sauf que ce sera même pas après-demain, après-après-demain, après-après-demain. Et c'est ça qui est fatigant. D'où le côté persévérant, résilient, ténacité. résilient, ouais. J'aime bien aussi le mot de ténacité, d'être ténace parce que ça demande beaucoup d'énergie et de ressources, mais c'est à la fin, ouais, c'est une belle réalisation qui nous attend. Ouais. Et alors toi, au moment où il t'arrive cet accident, là, le péricardite, c'est ça? Ouais, une péricardite, ouais, ouais. Péricardite, ouais. Ouais, J'ai bah, justement, je te disais qu'on fait la PTL cet ouais. été avec 2 anciens invités et j'ai eu le Covid récemment, donc on devait faire un entraînement ensemble. J'ouvre une petite parenthèse et donc je demande à mes 2 coéquipiers, Xavier et Brice, s'ils sont OK pour que je vienne, même si a priori, voilà, j'étais quand même bien malade et cetera. Je savais pas que j'avais le Covid et Xavier, qui est kiné, me dit: «Non, non, non, surtout pas, il y a des risques de péricardite» et donc c'est là où, en fait, j'en avais jamais entendu parler, ce qui est quand même fou parce Ouais, que ouais, enfin, moi, je suis plutôt de l'école, tu vois, où avec mon club, où les copains, quand on était malade, c'était on traitait le mal par le mal, tu vois. Donc, tu as un ouais. rhume, tu vas courir, ça débloque tout. Et en fait, j'ai découvert que ça peut être potentiellement hyper dangereux, quoi, et que ça peut déclencher, enfin, ça peut amener une péricardite. Mais Ouais, bon, bref. Donc, quand t'as cette péricardite qui toque à la porte, toi, pour le coup, ta réaction, enfin, à quel moment est-ce que tu t'es dit, je prends le chemin difficile et ça va j'ai pas le choix. ressembler à un enduroman? C'est ça, en fait, là, j'ai pas le choix. Tu sais que chaque matin, tu te réveilles, tu dois prêter une grande attention à ta respiration, tu dois prêter une grande attention à chaque geste, et t'as pas le choix. Donc, en fait, ton cerveau, en fait, il faut le réentraîner. Voilà, chercher le terme, pourtant c'est évident. Il faut réentraîner ton cerveau à cette nouvelle mécanique, à ces nouveaux gestes, etc. Et c'est compliqué, mais c'est génial. Comme tu disais, dans cet événement malheureux, derrière, on sent qu'il va y avoir des choses nouvelles ou des belles choses. Bah oui, effectivement, parce que tu réapprends des choses simples et en faisant ce réapprentissage, bah, après, ces nouveaux automatismes que tu es en train d'enclencher bah, sont plus naturels, sont Ouais, plus harmonieux pour toi. Comme tu es plus équilibré, tu es plus aligné, tu respires mieux, ton corps est plus, voilà, tes postures sont plus harmonieuses pour toi. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est plus harmonieux pour les autres et ça se ressent. Donc du coup, vis-à-vis de mon environnement, vis-à-vis des autres, etc., bah, il y a une connexion qui se fait un peu différemment. Et puis par rapport à l'univers, alors si on veut croire un petit peu à l'univers ou ce genre de choses, mais en tout cas, être uni avec soi, c'est pour être mieux unis vers les autres. Et donc moi, par rapport à ça, il y a des nouvelles connexions, des nouvelles rencontres et des opportunités qui se mettent en œuvre. Donc notamment bah, dans le monde du travail, je rencontre des gens qui sont géniaux. Je me mets aussi une nouvelle discipline sur le développement personnel, d'aller rencontrer des personnes, de lire de nouveaux bouquins. Et pour le coup, bah, comme par un heureux hasard, mais il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a que des rencontres. Et ben en fait, ces gens que je rencontre, je me connecte avec elles. Et pour le coup, il y a des liens qui se mettent en place. Et puis un jour, en fait, je veux m'inscrire sur une épreuve pour mes 40 ans. Je vais m'inscrire sur le Norseman. Donc là, on parlait de mythe avec l'Ambraman. À nouveau, je vais aller, je vais chez ma quête mythologique. Je vais m'inscrire au Norseman parce qu'il y avait ce super que tout le monde en parle encore aujourd'hui. Hein, comme quoi Canal+, ils font des reportages qui sont absolument géniaux. Donc intérieur sport. Et je vois le Norseman. Alors ça me fait vibrer comme tout un tas de personnes. Sauf que moi, bah, je suis comme tout le monde. J'ai un temps de retard sur ce coup-là en tout cas. Et bah, je suis pas pris sur l'épreuve parce que j'ai pas été. Voilà, il y avait un tirage au sort et j'ai pas été pris. Donc je suis très énervé.
Vraiment, je suis vraiment j'ai la haine, la rage. Donc je m'inscris sur le Swissman qui fait partie Ouais. du même circuit. Et là, pareil, je suis pas pris non plus. Je dis bon, je vais pas te faire le Scotlandman ou je sais plus en Écosse parce que ça m'intéresse Selfman, pas. ouais. Selfman, exactement. J'ai dit ça va, vous foutez de moi là. Donc tant pis pour vous, je vais faire autre chose et je suis allé faire l'Altriman. Donc je vais refaire l'Altriman, mais très très déçu, pas de faire l'Altriman, mais de ne pas avoir fait ces épreuves là. Et quand je fais l'Altriman pour mes 40 ans, je vois passer un email, un copain de mon club qui envoie un email, tu connais l'enduroman? J'avais jamais entendu parler. Et puis, bah voilà, la petite graine a été posée dans mon cerveau. Je vois le truc, ouais, c'est quoi ce truc de fou? N'importe quoi. Je fais next, c'est débile. La réaction du gros con. Je suis un gros con. Quand je vois des choses nouvelles, je suis comme beaucoup de gens. Non, c'est nouveau, c'est nul, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Le plus. Mais quand même. Et puis, finalement, comme j'ai pas fait l'épreuve dont je rêvais, j'étais énervé et tout. Quelques mois passent et je revois cette fois-ci un mail d'Endurance parce que j'ai dû m'inscrire à leur newsletter ou je sais pas quoi. Et je vois l'explication de l'épreuve. Je dis bon allez, une épreuve qui part de Londres à Paris, ça c'est génial parce que c'est un triathlon qui tourne pas en rond. Il y a vraiment une sorte de périple, d'une vraie aventure. On part d'un endroit pour arriver à un autre. En plus le côté symbolique, départ de Marble Arch à Londres pour arriver à l'Arc de Triomphe, triomphant à Paris. Il y a tous voilà, ça commence à me parler, ça vibre en moi. Et ça résonne vraiment en moi. Et puis je me dis, je suis pas trop mauvais nageur, quoi. Ça va. Moi, mon sport de base, c'est la natation. Hein. C'est pas la course à pied ni le vélo. Et la manche à la nage, tout le monde a peur. Et moi aussi le premier. Mais je me dis peut-être que finalement, avec toutes ces années d'expérimentation dans les bassins, dans les lacs et dans les mers, finalement, c'est peut-être à m'apporter. Et puis voilà, et là, ça câble un peu comme un Philippe Croizon quand il se dit tiens, je vais faire la tracée des manches à la nage parce qu'à la télé j'ai vu une jeune femme faire ça et puis après, un an ou 2 ans après, il se dit, bah tiens, en fait, je vais le faire. Donc, il y a voilà, ça germe en moi, et puis je me dis, bah ouais, finalement, j'y vais. Et j'appuie sur le bouton. Et là, c'est là que tout s'enclenche, parce que j'appuie sur le bouton, ces fameux déclics, et en même temps, il y avait ces rencontres, il y avait ces nouvelles, c'est cette nouvelle alchimie autour de moi. Et bien, en fait, la connexion se fait entre le déclic et mes rencontres. Parce qu'en fait, du moment où j'appuie sur le bouton pour m'inscrire, je en discute avec les gens qui m'inspirent et qui sont pas forcément dans le monde du sport, un spécialiste du sommeil, Philippe Croizon, spécialiste du mental, de la nutrition, etc. Et finalement, de fil en aiguille, je me rends compte que je suis en train de monter une équipe en discutant avec ces gens-là. Et parce que tous me disent, Cyril, si tu fais ton truc là, ton truc de fou, ton machin, tu peux compter sur moi, je vais t'aider, quoi. Et là, il y a double phénomène. Le premier, c'est de se dire, ouais, il y a des gens qui ont confiance en moi, qui croient en moi, qui vont m'aider, qui vont m'accompagner, et puis en plus, voilà, qui vont me permettre de le faire sans trop me prendre la tête sur un budget. Et puis, mais ce côté aussi de qui suis-je, moi, pour être aidé par des gens, pour avoir une équipe, tu vois, qui se monte comme ça, alors que c'est hyper égoïste, quoi. C'est mon projet à moi, je suis tout seul à faire ça, et vous êtes tous là, ils sont tous là pour moi, y compris ma femme, y compris des amis, etc. Et j'ai vraiment un sentiment de leur prendre tout leur temps, toute leur attention pour un truc qui les concerne pas. Mais en fait, finalement, entre les personnes qui m'aident et qui ont vraiment envie, et puis ce que je dis là, finalement, non, ça fait quelque chose de très cohérent parce que j'ai envie, Cyril, ce que tu vas vivre, on le vivra pas 2 fois dans notre vie. Ah Et ouais, oui. ça me motive un petit peu encore plus et ça me retient un petit peu le côté imposteur, tu vois, du gars, de l'égoïste qui acquiert tout le monde pour sa cause personnelle, parce que ça me dépasse à un moment donné, c'est pas ma cause personnelle, même si je vais être le premier Français à finir cette épreuve, mais mon coach mental, il me dit, bon, t'as les compétences pour le faire, mais t'as pas besoin de moi. Et là, il fait un truc il fait un point d'ancrage, un coup de PNL là, le coach, et il me dit en gros, si on le fait ensemble, tu bats le record du monde. Poum. Voilà. Donc en gros, et puis voilà, il y a toute une alchimie à ce moment-là, un contexte qui fait que ça y est, là aussi, il y a un truc qui se passe dans ma tête. Et voilà, donc toute l'équipe se crée comme ça. Et donc moi, mon défi, c'est d'être le premier Français à faire cette épreuve parce que je trouve ça sympa de dire que je vais battre le record d'un Australien, quoi. Et voilà, donc Excellent. j'ai pas celui qui a les meilleures dispositions parce que j'ai pas une super VO2 max, elle doit être autour de 55, c'est une catastrophe. Mais voilà, entre ça, l'expérience que j'ai acquise toutes ces années et puis l'envie, hein, l'envie vraiment d'avoir un truc, d'avoir dans ma vie un truc qui est assez exceptionnel ou un truc assez délirant, assez fou. En fait, c'est ce qui fait sens pour moi et l'épreuve se fait. Donc c'était en 2016. Et voilà, tout était prêt au démarrage quand le chrono se lance avec l'arbitre anglais. Je sais pas pourquoi, tout le monde me dit autour de moi, ou a posteriori, tout le monde me dit, putain, on savait que t'allais le finir, c'était évident, quoi. Tout était aligné, quoi.
Tout était Waouh. écrit. Et donc tu le fais. Alors, est-ce que tu peux peut-être déjà nous rappeler les distances? Je ne sais pas si le parcours est le même tous les ans ou Si, si, pas. si, Enfin si, bon, ouais, c'est pas le si. plus beau parcours du monde, mais bon, entre Londres et Paris, il n'y a pas que des belles routes. Il n'y a pas que des belles mers non plus, mais bon, on fait 140 kilomètres en courant le long d'une nationale qui est pas géniale. Mais bon, voilà, on part de Londres et on arrive au bord de mer à Douvres en passant par Folkestone. Et puis là, une fois qu'on a fait 140 kilomètres, alors le chrono s'arrête pas, hein, c'est un chrono qui se met en route au moment du départ et qui s'arrête à l'arrivée. Donc chacun gère sa vitesse et gère ses arrêts comme il le souhaite. Sachant qu'on a une semaine pour le faire maxi et mini, le plus vite possible, hein. Et Oui. après, on a la traversée de la Manche à la nage, donc qui se fait en vol d'oiseau sur 33 kilomètres, mais avec les marées et les courants, on en fait à peu près 50, entre 40, 45, voire 60. Moi, j'étais sur des courants élevés, donc j'en ai fait une soixantaine. Alors ça perd, c'est Waouh. plus dur, mais ça fait dériver un peu plus, donc ça rallonge la distance, pas forcément le temps, parce qu'on nage plus vite, hein, comme on est avec les courants, mais on va moins en ligne droite. Et une fois qu'on a fait ces 10, 12, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 20 heures de nage pour certains, moi je l'ai fait en 15 heures, un peu moins de 15 heures. Je voulais faire en 12, bon je l'ai fait en 15. Et à la fin, on finit par un peu moins de 300 kilomètres à vélo pour aller de Calais à Paris. Et tout ça, donc Oh, punaise. en s'arrêtant le moins possible, quoi. Quel monstre d'épreuve. Hallucinant. Ouais. Mais tu disais la Manche, souvent, ça fait peur aux gens. Enfin, très clairement, hein, la deuxième personne, je te parlais de Xavier, le kiné avec qui je fais la PTL. La deuxième personne, c'est Brice, qui a fait l'enduroman aussi et qui a mis, je crois, pour la traversée de la Manche, avec les courants, il me disait 24 heures. Ouais. Et rien que d'imaginer ça, 24 heures dans l'eau, dans ta combi, Non, avec tes lunettes sur les yeux. Brice, je le connais. Brice, Ah, c'est un mec qui est étonnant comme c'est pas possible. Moi, quand je l'ai vu s'entraîner pour l'enduroman, vu sa nage, vu la vitesse à laquelle il allait, j'avais vraiment des doutes, quoi. Mais et en plus, quand on discute avec lui, c'est un gars qui est d'une discrétion, qui est simple, qui est, ouais. on le croit pas, on croit pas possible qu'il fasse ça. Et il l'a fait, comme tu dis, en plus en 24 heures. Moi, il a toute mon admiration et mon respect, hein, Brice. C'est vraiment quelqu'un qui, ouais, il est d'une humilité en plus impressionnante et voilà, mais Ouais. extrêmement résilient et il a pas de doute. En tout cas, si, il est bourré de doutes. En plus, c'est ça qui est terrible. Je me rappelle de lui quand j'étais en stage avec lui. Et il posait plein de questions et tu sentais qu'il y avait un doute incroyable. Mais en fait, c'est ce doute. Alors et à côté de lui, il y avait un autre, un de ses collègues qui lui à l'inverse avec aucun doute. Et lui, pour le coup, c'est pas, il y a pas d'équation à avoir des doutes ou ne pas avoir de doutes, hein. Mais il a pas réussi à faire il a pas réussi à faire ce projet-là. Brice, il a réussi, il s'est consolidé à force de doute, de doute, de doute et de questions, de questions, questions, questions. Bah, il a toutes les réponses à ces questions. Donc, bah voilà, son cerveau, maintenant, il est rassuré. C'est bon, je vais y arriver, quoi. Ouais. Et il l'a fait incroyable, ouais, ouais. En tout cas, ouais, cette partie traversée de la Manche, assez dingue. Enfin, l'épreuve en général est complètement folle, mais alors la Manche, parce qu'il y a vraiment autant tu peux te dire, bon, sur des triathlons entre guillemets classiques, tu vois, même Ironman, la distance est longue, mais tu maîtrises quand même un certain nombre de paramètres. Tu as accès aussi, la nage est souvent en bassin, enfin en bassin, c'est pas de Hmm. l'eau à part Hmm. Nice, mais je crois que enfin, peut-être que je me trompe d'ailleurs. Mais spontanément, tu vois, moi, tous les triathlons que j'ai fait, c'était en lac. Ouais. Donc, tu peux dire, bon, en conditions météo, Bah, c'est vrai que ouais, les gens m'ont posé des questions que je trouvais étonnantes. Moi, mais comment tu n'as pas peur de la profondeur? Bah, non. ouais, c'est T'as vrai que peur c'est un de truc qui nager revient. nu? Ouais. Bon, nager nu sur un Brahman, on fait aussi. T'as pas peur des poissons, des requins, des machins? Parce que bon, il y a des requins, mais ils sont pas méchants dans la Manche. Il y en a qu'une race et elle est pas méchante. T'as pas peur des pieuvres, des méduses, etc., qui vont te piquer? Si, un peu. L'eau froide, ça, si aussi beaucoup, parce qu'elle est à 14 degrés. Eh oui. Les bateaux qui circulent, les tankers, c'est le couloir le plus fréquenté, hein, dans le monde, hein, la Manche, hein. Et donc, on voit ces gros tankers qui passent là. Mais t'as pas peur de te prendre un bateau? Non, bon, non, je pense que l'organisation, c'est ce qu'elle fait quand même. Le bateau de pilotage, on le suit, enfin, on est à côté et on sait ce qu'il fait, le pilote. Voilà, bref, en tout cas, il y a un moment donné où, comme tu dis, oui, il y a une partie, on doit se rassurer, on doit être en confiance parce que c'est des problématiques liées à sa propre performance à soi. Mais il y a aussi des choses qui sont liées à l'extérieur, l'environnement extérieur. Il faut être plutôt en lâcher prise ou Hmm. par rapport à ces événements-là pour pouvoir s'adapter en toutes circonstances à des événements qui sont prévus mais qui viennent pas de soi.
qui sont liés à des choses extérieures, et puis certains qui ne sont même pas prévus parce qu'il y a des choses que tu ne prévois pas. Et là, c'est le genre de choses qui va altérer ton état de concentration, qui va altérer ton état du coup d'énergie, et qui souvent fait que les gens soit abandonnent en course, soit perdent complètement leur niveau d'énergie, et du coup de se mettre à être pas bien mentalement, physiologiquement, parce que il y a ces paramètres-là qui viennent affecter la performance. Oh là là. En tout cas, en parlant de, tu vois, de performance et de gestion de certains paramètres, ça me fait penser, je suis sur la page Wikipédia là aussi de l'Enduroman. J'ai un autre invité du podcast, Lilian, que je salue, qui m'a offert pour Noël un livre qui s'appelle, je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois que c'est Endurance, les mécanismes incroyables du cerveau, la flexibilité du cerveau, quelque chose comme ça. C'est sur justement le parallèle, enfin le lien entre le mental et les performances pour le coup dans le sport. Et il parlait d'un phénomène que j'ai l'impression de voir là sur l'Enduroman, qui est le phénomène de la barrière, tu sais, du plafond de verre en fait, et que typiquement, alors c'est des miles, donc je sais plus à quoi ça correspond. Ça doit être peut-être le 1000 mètres ou je sais plus trop. Mais pendant des décennies, on pensait que l'homme ne pouvait pas courir en dessous. Au-dessus d'une certaine vitesse sur cette distance. Et en fait, à partir du moment où un coureur a cassé cette limite, dans les 4-5 ans qui ont suivi, ils étaient quasiment 80 à l'avoir suivi. Et là, ce que je vois sur l'Enduroman, c'est que tu as été le premier Français à le finir. Et depuis, avant ça, c'était que des anglophones et quasiment que des Britanniques. Et depuis que tu l'as fini d'ailleurs sur ton année, enfin, tu as été recordman en 59 heures, 56 minutes quand même, faut le préciser. Depuis, il n'y a plus un Britannique sur le podium et c'est que des Français quasiment tous les ans. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc, c'est quand même assez fou. Alors, il y a un truc qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est par rapport aux barrières, le plafond de verre. Souvent, il y a ce que l'on croit savoir, ce que les autres croient nous dire d'ailleurs, quand il est en vrai, la Terre, elle est plate d'ailleurs. Je te le rappelle, la Terre est plate. Elle n'est pas ronde, elle est plate, la Terre. Et tout le monde croyait ça, ce dogme, parce que c'était comme ça, c'était dit et c'était acquis, quoi. Ouais. Puis un jour, il y en a un qui dit, je vais regarder, je vais observer un petit peu, et je pense qu'il y a des trucs bizarres qui me font dire que c'est pas plat. Quand je regarde la mer au loin, ça s'arrête, ça m'a l'air un peu arrondi quand même, cette histoire. Dans le monde de la performance, oui, on sait qu'on peut péter encore plein de barrières. Alors, parce qu'on connaît un certain nombre de choses sur le corps, comment il est fait, sur le cerveau, pas encore tout. Et moi, l'anecdote que je vais te partager, c'est d'ailleurs je l'ai écrite dans le livre, et pas que l'anecdote, mais j'ai écrit un bouquin parce que Laurence m'avait dit à l'arrivée, tu as fait un truc quand même qui est pas mal. Pour remercier les gens qui t'ont aidé et pour aider ceux qui vont le faire demain, écris. Donc, j'ai écrit le bouquin, il a été édité en 2017, donc peu de temps après, en juin 2017. Et c'est vrai que le bouquin a été lu par ceux qui ont voulu faire l'enduroman. Alors, le but, c'est pas que ce soit une Bible, mais que je raconte l'histoire. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que faut être fou pour faire ce genre de truc. Faut être fou pour aussi dire à l'anglais, l'organisateur Edgar Etteux, non, je crois pas à ce que tu me dis, je vais quand même faire à ma sauce. Parce que l'anecdote, c'est ça. C'est qu'en fait, Edgar, il me dit, lui, il t'appelle quand tu fais l'enduroman que quelques jours avant. Lui, tu passes, ça passe ou ça casse, chacun se démerde. Sauf que moi, c'était une semaine compliquée, il y avait des avaries, etc. La fenêtre pour traverser la Manche était très, très serrée. Bref, donc on attendait. Et il m'appelle donc j'étais sur ma semaine qui va du dimanche au dimanche pour pouvoir faire l'épreuve. Il m'appelle le samedi en me disant c'est compliqué, on n'est pas sûr que ça se fasse. Coup de stress, ok. Et puis après le dimanche, lundi, pas de nouvelles. Puis il me dit mardi soir 23h30, c'est bon, tu vas pouvoir partir parce que c'est a priori, je crois que tu veux nager le mercredi ou jeudi. Je dis oui, je veux que. Alors il me dit combien de temps tu veux entre le moment où tu pars, et ça il pose la question à tous les athlètes, ceux qui vont faire l'épreuve, tous les challengers. À quelle heure tu veux partir de Marble Arch pour pouvoir faire le début du bateau qui est prévu à telle heure? Parce que lui, c'est ça, la seule chose qu'il a, c'est l'heure de départ du bateau, parce que c'est le pilote qui décide. Donc, tu lui dis, en gros, moi, je vais partir, si on part mercredi à 23h30, moi, je lui dis, je veux qu'on démarre de Londres le mardi à 23h30. Il me dit 24 heures avant? J'ai dit, oui, 24 heures avant. Il me dit, mais ça s'est jamais fait, ça. Je dis, non, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Il me dit, explique-moi ta stratégie. Je dis, en gros, je vais nager pendant, alors, qu'est-ce que j'avais dit?
4 heures. J'avais dit, je vais nager non, je vais courir, pardon, pourquoi nager, c'est après. Je vais courir en 18 heures, les 140 km, et je vais récupérer pendant 6 heures. Elle me dit, c'est pas possible, ça. Je dis, si, Edgar, t'inquiète, ça va aller. Au pire, je le fais en 20 heures, la course à pied, et je vais récupérer en 4 heures, et on part. Elle me dit, c'est encore moins possible. Il me dit, c'est pas possible parce que l'Australien et puis tous ceux qui l'ont fait avant, il leur faut au moins 10 heures de récupération. Donc, si tu veux courir en 20 heures, tu pars 30 heures avant. Si tu veux courir en 18 heures, tu pars 28 heures avant. Mais pas 24 heures. Et il m'interdisait. J'ai négocié, donc tu rentres en négociation en anglais, j'ai fait un écrit et tout. Et il me dit, bon, bah écoute, à la fin, fais ce que tu veux. Nous, on aurait bien aimé qu'un Français le termine enfin, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah mais non, c'était ça le contexte. Donc on arrive le mardi avec mon équipe à midi à Folkestone, là, non, à Douvres. Et donc on le récupère pour l'amener à Londres avec nous et puis après descendre pour démarrer, quoi. Et puis il nous voit arriver avec notre camping-car, il nous voit arriver avec une équipe bien sympathique, bien rigolote. Et il se fout de nous, quoi. Enfin, je le vois dans son regard qui ne prend pas au sérieux, quoi. Déjà parce que je fais un choix qui est complètement fou. Et en plus de ça, parce que l'équipe, elle est un peu bien franchouillarde. Il y a encore des Français qui viennent avec un camping-car. C'est pas des professionnels. Alors non, on n'est pas des professionnels, mais on fait les choses sérieusement, quoi. On se prend pas au sérieux pour tout, mais en tout cas, oui, moi j'étais très sérieux dans mon approche, quoi. Et on est parti comme ça, quoi, en fait. Et à la fin de la course à pied, il était hyper sceptique, mais il a vu quand même qu'il y avait une équipe qui était bien solide avec moi, qui avait de la stratégie pendant que je courais. Je faisais des pauses régulières pour pouvoir me régénérer, récupérer tout au long du parcours, pour justement ne pas avoir une grosse récupération une fois que j'ai fini de courir. C'était ça la stratégie. Plutôt que d'avoir 10 heures de récupération après la course à pied pour nager, je m'étais dit, je vais fractionner ma récupération. Alors évidemment avec une bonne nutrition, des bonnes siestes flash, des petits massages de pieds pour bien se régénérer. Et donc je capitalisais sur mon énergie, quoi, pour arriver le plus frais possible, avoir un effort sans effort pendant que je courais. C'est un non-sens, mais c'est ce que j'essayais de faire en tout cas. Trouver du confort dans la difficulté et d'arriver face à la Manche pour nager pendant 10-15 heures, en tout cas le plus frais possible. Et on l'a fait, quoi. Voilà. Donc c'était pas possible, même aux yeux d'Edgar, hein, l'organisateur, mais on l'a fait. Et tu vois comme quoi les plafonds de verre, effectivement, si on met en place si on y croit, on a envie, on y croit vraiment, on en est convaincu. Deux, on a mis des stratégies en place, tout est clair et cohérent, etc. Et qu'on est hyper sérieux dans sa préparation, qu'on s'est entraîné pour ça, etc. Qu'on a tout testé en mode dégradé avant d'être le jour J. Et qu'en plus on est entouré d'une équipe qui a confiance en toi, qui croit en toi et qui t'a donné toutes les clés pour réussir, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse t'arrêter, à part la météo, à part des Ouais. avaries. Mais même ça, je m'étais mis, moi, au niveau mental, dans ma préparation mentale, je m'étais mis la liste de tout ce que je maîtrisais, la liste des imprévus, comment je réagis à chaque fois, s'il y a un tel imprévu, plutôt que de perdre mon énergie, gaspiller mon temps, gaspiller mes émotions, etc. Objectivement, qu'est-ce qu'on fait à côté, qu'est-ce qu'on met en place, moi, à mon niveau ou l'équipe, et puis quels sont les 2-3 points qui feront que je ne pourrais pas le faire. Et c'était la météo, où c'était, j'avais mis deux paramètres, et je dis, c'est comme ça, et j'accepte. J'accepte le fait que ça peut ne pas se faire, que ce sera reporté, voilà. Mais c'était pas le plan B, en fait. Il y a qu'un plan A. Le plan A, c'est fini, tu vas le faire, tu vas le plier, le machin. Et le plan B, c'est pas non. Il y a qu'un truc qui est pas lié à moi, c'est pas lié à mes choix, lié à ma préparation, qui fera que je ne le ferai pas. Mais voilà, du coup, c'est ce qu'on s'était dit avec le coach. T'es condamné à réussir, quoi. Ouais. C'est un super outil, ça, cette sorte de grille, des éléments que tu contrôles, que tu peux influencer et que tu dois simplement accepter. Comme par exemple une avarie, tu vois, tu peux ni contrôler ni influencer le fait qu'il y ait une avarie sur le bateau de l'organisation ou qu'il n'y a plus aucun pilote dispo pour faire la traversée. Super outil que j'utilise pas mal aussi avec mes clients. Donc, intéressant de voir que tu l'as mis en place pour ton Enduroman. Et alors, je regarde l'heure parce qu'on a une petite contrainte horaire. Donc complètement incroyable du coup ce récit sur ton plafond de verre, le plafond de verre que tu as fait sauter à l'époque. Quand tu arrives triomphant du coup pour le coup à l'arc de Triomphe en France, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que justement le fait que pour toi il n'y avait pas de plan B, ça a peut-être diminué l'euphorie ou la joie de franchir la ligne d'arrivée, ou est-ce que tu avais aussi préparé la façon dont tu allais le faire et comment est-ce que tu allais te sentir et que du coup tout s'est déroulé comme dans le plan?
Alors tout s'est pas déroulé comme dans le plan, même si j'avais vraiment fait là aussi une grosse préparation mentale sur la visualisation, visualiser toute l'épreuve de l'intérieur. Ça, c'est ce que j'apprends aussi à personne que j'accompagne, à visualiser à l'intérieur, visualiser à l'extérieur, se mettre en mode voilà, spectateur de son propre épreuve. Et en fait, ça, en fait, on construit au niveau du cerveau des circuits qui font qu'après, intérieurement, oui, globalement, les choses se font telles que tu les as imaginées. Le cerveau fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, on peut se mettre à imaginer dans tous les sens une histoire. Et globalement, le corps, il reçoit ces informations-là parce que tu les visualises. Ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Faut le répéter. C'est comme les gamins, l'entraînement. Il faut le faire vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui y croient pas ou qui le font pas parce que c'est trop chronophage, trop gourmand, trop énergivore. Et la plupart des gens ne font pas de la préparation mentale parce qu'ils y croient pas vraiment et que c'est trop de temps. Bon, moi, je l'ai fait et j'ai vu que ça marche. Donc, maintenant, aujourd'hui, j'ai les personnes à le faire pour que ça marche pour eux aussi. Mais, tout, évidemment, c'est pas forcément prévu comme, c'est passé comme c'était prévu. Par contre, là aussi, j'ai une anecdote qui est extrêmement savoureuse. Euh, en fait, s'il y avait une image que moi j'avais imaginée vraiment et qui me faisait vibrer dans ma préparation, c'était de m'imaginer comme un athlète sur son podium aux Jeux Olympiques avec le drapeau bleu, blanc, rouge, l'arc de triomphe. Enfin, j'imaginais tout ça, tu vois, à peu près, quoi. Et je l'imaginais tellement à peu près que ça devenait vraiment une diapositive, un diaporama, de ça, qu'une photo devant un écran devant moi tout le temps quand je m'entraînais avec voilà des exercices en plus d'association par rapport à cette image-là, enfin des purs exercices de PNL. Et j'avais pas prévu qu'il y ait un photographe à l'arrivée. J'avais pas prévu qu'il y ait des journalistes. J'avais pas prévu qu'il y ait du monde à l'arrivée parce qu'en général, une arrivée dans du roman, on sait pas quand ils arrivent. Il y a personne. T'arrives à la fin, tu vois Marine Leleu arriver, Lionel Jourdan qui a le record aujourd'hui qui arrive. Il y a 3 pèlerins qui sont trucs. Ouais. Et c'est quand tu dis le triomphe, ouais, c'est un triomphe solitaire quoi en fait, hein, parce que si t'as les gens qui t'ont accompagné, ça c'est chouette, mais à part ça t'as personne. Et moi j'ai eu cette chance dans l'imprévu, tu vois, qu'il y ait plein de choses qui se réalisent parce que je suis arrivé un vendredi midi, France 3 était là, il y avait des journalistes du Parisien parce que c'était un horaire qui leur convenait visiblement et que j'ai traîné un peu pour arriver sur Paris parce qu'à la fin il y a des bouchons et tout, donc ça leur a laissé du temps pour venir. et, euh, et en fait, il y avait un truc que j'avais pas prévu parmi tout ça, c'est Christophe, un gars qui est de mon club. En fait, je savais même pas que son métier c'était photographe, donc je l'avais même pas mis dans l'équipe. Hein. Mais l'idée lui a pris de venir me suivre sur la fin du parcours, donc depuis sur quelques points de passage, et à l'arrivée. J'ai des photos comme j'aurais jamais imaginé d'avoir des photos comme ça, des photos dans tous les sens, on se serre dans les bras avec l'équipe, c'est plein d'émotions, tu vois, il capte un moment où je suis avec Laurence, où on se prend dans les bras, et c'est cette photo que j'ai mise sur la couverture de livre, tellement je la trouve belle, cette photo qu'il a prise. Mais il y a une photo parmi toutes celles qu'il a prises, c'est Cyril Blanchard avec son vélo au-dessus des épaules, en train de lever son vélo, avec un drapeau bleu, blanc, rouge derrière, l'arc de triomphe derrière, et cette photo-là, bah, c'était celle que j'avais imaginée pendant toute ma préparation. Je dis, mais waouh! Ah. Et quand je l'ai vu cette photo, mais et là ceux qui disent ouais la visualisation ça marche pas, l'imaginaire, la puissance de l'imaginaire et puis tous les trucs de développement personnel qu'on entend avec tous les bouquins de Napoléon Hill, les bouquins de plus contemporains maintenant avec je sais pas des trucs sur les neurosciences, ouais mais c'est des bullshit. Ok, ben ceux qui disent ça, 95%, restez dans vos croyances. Moi, je préfère avoir vos croyances limitantes pour le coup. Moi, je préfère avoir justement des choses qui me paraissent complètement folles parce que j'ai la preuve au travers de mon parcours que ça marche. Après, c'est un coup de bol. Ouais, ok, ça marche, c'est un coup de bol si tu veux. C'est la loi des miracles, c'est le hasard, c'est tout ce qu'on veut. Ça marche. Allez-y, 95%. Croyez ce que vous voulez. Moi, j'ai mes convictions aujourd'hui et les neurosciences me prouvent aujourd'hui que tout ce qu'on a fait ensemble en termes de préparation mentale, la visualisation, la PNL, les points d'ancrage, etc. Voilà, le cerveau, c'est de la folie douce, quoi. Et les connexions entre le cerveau et le corps, elles sont véritablement là. Donc, on a, pour le coup, une possibilité incroyable de se réaliser dans la vie si vraiment on y croit, on le veut. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois on est impatient et parfois on a des doutes. Et ces doutes et cette impatience font que retour à la case départ et on va pas au bout de ses rêves. Et c'est dommage. Waouh! Oh là là, quel récit, quel parcours. Franchement, un immense merci Cyril. On arrive déjà au bout, mais vraiment, ouais, c'était juste passionnant cette parenthèse, notamment sur l'enduroman, que je trouve complètement incroyable, ce que tu as mis en place, l'impact du mental, la façon dont tu t'es préparé, cette anecdote sur la visualisation et ton arrivée il faudra que tu me l'envoies cette photo, hein. Si je peux l'utiliser pour l'épisode, franchement il faudrait que tu me l'envoies parce que là ça vend du rêve.
Ah, magnifique, magnifique. Ah, là, j'ai la chance de la voir sur la vidéo, incroyable. Oh là là. Écoute, vraiment, ouais, merci beaucoup. C'était passionnant d'en apprendre un petit peu plus sur ton parcours et tout ce que tu as vécu et les changements que tu as déclenchés, la résilience dont tu as fait preuve et ce que tu as réalisé après ces galères que tu as pu rencontrer. Donc, vraiment, merci. Si on veut suivre la suite de tes aventures ou pourquoi pas entrer en contact avec toi pour, par exemple, du coaching, le plus simple, c'est quoi? C'est ton site internet? Oui, c'est assez simple en fait. Si on tape Cyril Blanchard, Cyril-blanchard.com. globalement, on voit mes sites internet, on voit Ouais. mes réseaux sociaux et mon numéro de téléphone, il est un petit peu partout. Donc, moi, j'ai pris un jour le parti de mettre mon numéro de téléphone partout pour voir. Et en fait, voilà, c'est miraculeux, il n'y a personne qui t'appelle. C'est bizarre, hein. On voit des choses des fois qui sont juste sous notre nez, où on n'ose pas, on se dit ouais, il répondra pas et tout. Donc ouais, moi, toi, tu as le plaisir de pouvoir animer ce podcast avec des gens. Tu dis bah tiens, finalement, si je les invitais, tu te rends compte que les gens globalement sont toujours très ouverts et Ouais. la nature humaine fait que bah, voilà, les gens, si on doit se connecter, les choses se font et c'est simple. Et si on se connecte pas, c'est que c'était pas le moment. Donc voilà, après le temps fait beaucoup les choses, hein. Et voilà, donc merci à toi en tout cas Loïc pour ce moment passé ensemble. Et comme je dis souvent mon ami Philippe Froison, tout est possible. Voilà, donc ça se fait pas comme ça, mais il y a des techniques pour ça. Et évidemment, si je peux les partager dans le bouquin, sur le site internet, sur les réseaux sociaux, que certains me le demandent, il y a des programmes de formation spécifiques pour ça aussi. Excellent. Un grand merci Cyril et très bonne continuation à toi. Merci Loïc.